Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et les personnes qui continuent de m'encourager à essayer de faire du contenu, on va dire. Ça me touche de savoir que les sujets abordés ont sincèrement aidé, ou vont aider du moins des futurs parents. J'ai beaucoup abordé la thématique de la grossesse et c'est tout naturellement aujourd'hui que je vais vous parler d'éducation, puisque je suis en plein dedans. Aujourd'hui, on va particulièrement parler de cette mode des parents parfaits, de la maman parfaite, à travers des pratiques comme l'accouchement naturel, l'éducation positive, mais aussi le maternage proximal, l'incitation à l'allaitement, etc., etc. Comme vous vous en doutez, je vais vous proposer un point de vue critique sur ces phénomènes. Et peut-être que d'ailleurs certains sont en train de se dire que je participe moi-même à ces mouvements. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'accouchement physiologique. Mais justement, involontairement, je fais la promotion de ces choses-là. Et je trouve important de vous donner un point de vue critique et interne à cela et de poser les limites à ces modes. J'en connais notamment maintenant les dérives qui peuvent être assez terribles. Pour commencer, je vais vous faire une définition assez brève, ou du moins un point de vue global sur ces concepts auxquels vous pouvez être confrontés en tant que parent ou futur parent. Le but n'étant pas évidemment de faire un exposé de chacune de ces pratiques. Si vous voulez creuser le sujet, il existe plein de livres sur les différents thèmes abordés. Lorsque vous devenez parent, vous vous rendez compte assez rapidement que vous rentrez dans une sorte d'univers parallèle où tout est sujet à questionnement. De la façon de vivre sa grossesse, son accouchement, à la manière de changer les couches ou même de donner un repas. Rapidement, on va vous poser la question sur la manière dont vous voulez accoucher par exemple. Et en tant que femme, vous allez souvent souffrir de la comparaison de votre grossesse avec celle de vos copines ou de votre entourage. Puis, une fois que le bébé est là, dès la maternité, on commente votre façon de donner le sein, vos choix de donner le biberon ou pas, le fait d'être trop maternante ou au contraire pas assez, le cododo ou au contraire le fait de mettre votre bébé dans sa chambre directement. Bref, en tant que néo-parent, un peu paumé, faut dire ce qui est, vous avez très vite fait d'aller sur Internet pour trouver des réponses à vos questions, ou alors dans votre librairie locale, au rayon famille, pour trouver la méthode miracle qui va vous aider sur les questions d'éducation, sur les questions de maternité, de parentalité, d'accouchement, etc. Et là, vous allez trouver par exemple des livres qui vont vous parler d'accouchement naturel à base d'auto-hypnose, d'acupuncture, les champs prénataux, et j'en passe d'autres et des meilleurs. Et puis, vous allez tomber sur 10 bouquins sur l'allaitement, par exemple. Là aussi, c'est vraiment un univers à part, où on nous donne l'impression de devoir posséder un bac+10 en allaitement, pour pouvoir mener à bien cette mission, entre guillemets, qui normalement est quelque chose de naturel, et une expérience qui est censée être belle, mais assez simple. Puis, vous allez trouver des livres qui vont en faire explicitement la promotion, ce à quoi je ne m'oppose pas forcément, mais on va revenir dessus. Et puis, vous allez voir aussi, avec tout ça, très vite, toutes ces thématiques de maternage proximal. Donc, le maternage proximal, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de répondre absolument à tous les besoins de bébé de façon assez poussée, avec des pratiques comme l'allaitement long, le cododo, le portage, etc. Ce qui parfois d'ailleurs rentre totalement en contradiction avec notre manière de vivre actuellement. Vous allez voir aussi plein de vidéos d'Instagrammeuses, de TikTokeuses, de YouTubeuses qui font la promotion de l'éducation positive, qui semblent tout mettre en place de façon si naturelle et si simple, et vous font parfois aussi culpabiliser. Mais toujours avec le sourire. Par exemple, vous allez avoir des commentaires du type « Tu fais ce que tu veux », mais il faut savoir que tu bousilles le cerveau de ton enfant, tu le maltraites involontairement, tu détruis sa confiance en lui, etc., etc. Ce qui achève les parents qui sont pourtant, je pense, pour la plupart, pleins de bonnes intentions. Alors, interrogeons-nous déjà sur les raisons de ces modes, de ces phénomènes d'éducation. Premièrement, nos parents et nos grands-parents subissaient aussi des remarques sur leur manière de faire, il ne faut pas croire. Mais les moyens de communication, moins lourds on va dire à l'époque, permettaient aux parents de conserver une certaine liberté, et les remarques et les outils de comparaison se faisaient généralement au sein d'un cercle familial ou amical plutôt restreint.
Ce qui d'ailleurs pouvait être problématique, car il était alors difficile pour des jeunes parents, pour des nouveaux parents, qui avaient alors connu par exemple une enfance difficile, de connaître et transmettre des schémas d'éducation différents de ceux qu'ils avaient eux-mêmes subis. Il est évident, alors, dans ce contexte, que les réseaux sociaux de nos jours, sans surprise, participent en très grande partie à la chose. Même un parent qui veut suivre sa propre ligne de pensée, veut se couper de toute influence, ne peut tout simplement pas, car les algorithmes extrêmement bien faits vous proposent d'office, en tant que jeune parent, ces thématiques, vous les mettez en avant avec un espèce de concours du meilleur parent qui s'organise sur Internet. Même lorsqu'un jeune papa ou une jeune maman demande simplement des conseils dans des forums en ligne, dans des groupes de discussion, on se rend très vite compte dans les réponses que plus qu'une réelle envie d'aider de la part des autres parents, il y a surtout une réelle envie de se mettre en avant. C'est un peu le concours de celui qui aura la meilleure méthode. Être parent aujourd'hui, cela doit être avant tout un atout social à partager, à montrer, à rendre instagrammable, entre guillemets. Même les problèmes doivent devenir sujets à prétexte de mise en avant, si on peut parler de ça comme ça. Par exemple, on voit souvent parler de ces mamans qui font des burn-out maternels. C'est très bien de parler du sujet, mais il y a ce côté de vouloir montrer que grâce à ça, je suis une guerrière, grâce à ça, je suis... Voilà. Ce qui n'est pas mal, mais le problème, c'est que c'est tombé dans l'excès actuellement, je trouve. En somme, on applique un peu les mêmes projections dans sa vie de parent que dans la vie professionnelle. On doit réussir, on doit le montrer et on doit gravir des sortes d'échelons du meilleur parent. Le salaire étant la reconnaissance sociale. Notre époque est une époque, disons-le, assez individualiste. On est poussé à la consommation, on est poussé à être réellement détaché de tout esprit de communauté et de véritable altruisme. Et des gens qui sont vraiment bienveillants et souhaitent que leur enfant soit émotionnellement stable, s'améliore. Mais une bonne partie aussi souhaitent surtout que leur enfant soit le meilleur sous un angle que je trouve personnellement un petit peu malsain, meilleur par rapport aux autres, dans une culture assez élitiste, on va dire. C'est le même concours que celui qui a la plus belle voiture. Alors, ça ne me pose pas de souci de vouloir faire de son enfant le meilleur, parce que c'est vouloir d'une certaine manière le bien pour lui, mais là, c'est plutôt fait pour flatter son propre ego de parent, pas pour son enfant véritablement. Vouloir du bon pour son enfant est tout à fait compréhensible, bien évidemment. Mais cette recherche de l'excellence se fait justement au détriment du véritable bien-être de l'enfant, parfois, et présente, à mon sens, des dérives assez dangereuses. On ne laisse plus un enfant pleurer parce qu'on l'aime et qu'on a tout simplement envie de s'occuper de lui. Maintenant, non, on s'occupe de cet enfant parce que telle étude a dit que ses capacités neuronales seraient affectées, blablabla. J'y reviendrai dessus. En gros, on intellectualise pas mal des choses qui sont pourtant évidentes. Même phénomène, par exemple, pour les écrans. On ne lutte pas contre les écrans dans l'optique de les protéger. On lutte contre parce qu'on a conscience que 90% des gamins y sont confrontés et que l'on souhaite que le nôtre se démarque du lot. D'ailleurs, remarquez le nombre hallucinant aussi de parents qui découvrent que leur enfant est soi-disant surdoué, HPI. Ils présentent ça comme si c'était une maladie pour se faire plaindre. Alors ça peut être le cas, hein. Il y a certains enfants HPI qui présentent notamment d'autres troubles à côté qui peuvent être problématiques. Mais là, il y a vraiment... Je pense que vous voyez ce que je veux dire, un véritable concours. Il ne faut pas oublier aussi que maintenant, la majorité des gens n'ont plus qu'un seul enfant et que pour eux, celui-ci représente l'apogée de l'investissement. Ils focalisent tout dessus, même la manière dont l'enfant va apprendre à manger, par exemple. On le voit avec la DME. J'ai moi-même eu recours à cette pratique, mais il y a tout un délire autour de la DME, comme si c'était révolutionnaire, alors que c'est assez simple. La moindre petite progression, le moindre petit objet va devenir source d'un stress phénoménal, comme si l'entrée à l'université était conditionnée par la manière de prendre sa cuillère. Je pense que quand on a plusieurs enfants, après, on brise assez vite ses obsessions. Mais bon, vu que ce n'est plus le cas aujourd'hui de nombreuses familles, les familles sont très souvent avec un seul enfant, forcément, ces phénomènes de mode prennent de l'ampleur. Je m'excuse par avance des petits bruits parasites qui peuvent apparaître en arrière-fond. C'est tout simplement ma fille qui joue à ses jouets, ne lui en voulez pas. Donc pour reprendre, si toutes ces méthodes sont aussi à la mode et qu'elles envahissent l'espace médiatique, c'est aussi parce que beaucoup de parents sont totalement en manque de repères, à mon sens.
Les actuels nouveaux parents, dont je fais partie, en gros ceux nés dans les années 80-90, ont pour beaucoup grandi dans des cellules familiales appauvries ou du moins complexes, avec des séparations, des familles brisées, recomposées, etc. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Avant, du moins, c'était vrai. Ou du moins, c'était toute une famille qui élevait un enfant. Une femme, un couple ne se retrouvait pas seul à devoir gérer les enfants, à gérer la famille. L'entourage prenait souvent le relais et les choses se mettaient en place plus naturellement, on va dire. Aujourd'hui, en plus d'avoir changé nos méthodes de vie, on vit éloigné, on vit à des distances assez phénoménales de nos parents, donc il n'y a plus des gens de l'entourage qui sont là pour garder les enfants, tout ça. Un enfant aujourd'hui s'élève vraiment seul. On peut même procréer solo maintenant aujourd'hui. Et c'est totalement contraire à ce qui a été jusqu'à présent transmis. Les parents qui ont été dépourvus de vrais codes d'éducation par les contextes familiaux que j'ai cités se retrouvent alors à chercher des réponses pragmatiques, mais aussi parfois aussi un petit peu miraculeuses sur Internet ou dans des bouquins, des réponses à des interrogations naturelles que une mère ou un père ne peuvent pas apporter parce qu'ils n'en ont tout simplement pas, ou du moins pas de fiable. Pire, lorsque certains ont encore de la famille, beaucoup considèrent que leur enfance a été défaillante et vont donc chercher à se défaire de tout héritage possible culturel en matière d'éducation. Mais avant de cracher dans la soupe, il y a quand même des points positifs à toutes ces méthodes et à ces effets de mode. Bruyantes, ces méthodes, ou du moins certains de leurs concepts, ont pénétré d'autres strates de la société et ont fait bouger des lignes là où il y en avait sérieusement besoin. Les accouchements physiologiques, par exemple, et cette mode des accouchements physiologiques qui apparaît vraiment actuellement, ont permis aux femmes de récupérer un peu leur mot à dire sur leur corps et ont emporté avec toute une dénonciation des maltraitances obstétricales et gynécologique, et je pense qu'il y en avait grandement besoin. Discutez avec n'importe quelle femme qui a accouché dans les années 70-80, vous en avez une immense majorité qui en garde des traumatismes. Pour l'éducation aussi, des concepts qui maintenant sont rentrés un peu partout, comme la motricité libre par exemple, sont devenus la norme chez les assistantes maternelles ou les crèches. Il y a une époque, pas si lointaine, on parquait les enfants dans des mini-parcs justement. On les collait à des transats, ou pire, on utilisait des youpalas, qui sont carrément interdits maintenant dans certains pays, ce qui entraînait parfois des sérieux soucis de santé chez les enfants. Les youpalas, par exemple, ont pas mal apporté leurs soucis au niveau du développement musculaire et osseux de certains enfants. Certains ont pris des mauvaises méthodes de marche qui sont restées après. C'est très bien que tout cela soit un petit peu rentré dans les esprits. Toutes les pédagogies aussi alternatives ont permis d'éveiller la curiosité de plus en plus de personnes et d'apprendre à connaître leur cerveau de leur bambin, ce qui permet de mieux vivre certaines problématiques. Qu'on fasse la promotion également de l'allaitement, je trouve cela très bien, n'en déplaise à ceux qui sont pro lait artificiel. L'allaitement, c'est un fait, il n'y a rien de mieux pour le bébé, c'est dangereux de prétendre le contraire. Mais là aussi fut une époque où les industriels avaient commencé à mettre une grosse mainmise sur la maternité et faisait la promotion des laits en poudre par exemple, ce qui n'était pas du tout très sain. Aujourd'hui par exemple, il est interdit de donner des échantillons de lait en poudre dans des boîtes type la boîte rose. La boîte rose, c'est une boîte qui vous est donnée pendant votre grossesse. Et les industriels ont obligation d'indiquer sur leur boîte la primauté du lait maternel sur le lait industriel. Et c'est très bien. Bref, tout n'est pas mauvais et à jeter. Il ne faut pas non plus cracher sur ces pratiques, dans le sens où elles relèvent quand même d'une bonne volonté des parents, et on ne va pas s'en plaindre. Il est préférable que quelqu'un s'embourbe un peu dans des concepts divers et variés, qu'être un parent maltraitant, par exemple, qui rejette ses enfants et s'en soucie pas du tout, et ne remet jamais en cause non plus sa manière de faire. D'autant plus, ces pratiques ont pour certaines un vrai bénéfice et sont intéressantes à creuser. Elles ne correspondent pas à tout le monde, mais le portage, par exemple, a permis de sauver, entre guillemets, de nombreuses mamans. Les pédagogies alternatives, type Montessori, Freinet, etc., peuvent correspondre plus aisément à certains enfants atypiques. L'allaitement allongé est bon pour l'enfant, etc., etc. Mais on va parler maintenant du sujet qui fâche, ce sont les gros points négatifs à mon sens. La première limite, et la plus grosse à mon sens, c'est le manque d'études et de sérieux sur des choses qui sont considérées comme dues et vraies.
Et là, je me focalise particulièrement sur les pédagogies alternatives et sur l'éducation positive. Pour vous faire une brève petite histoire de ces pédagogies, il faut savoir qu'elles sont nées dans un contexte d'après-première guerre, où l'Europe, traumatisée, a cherché à former en quelque sorte une nouvelle jeunesse plus encline à construire le monde d'après, un monde de paix. Il y a donc une idéologie à la base derrière assez forte, plus qu'une réelle démarche purement scientifique. Ces méthodes à la base ne concernent que le cadre de l'école ou de structures d'accueil de jeunes enfants. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment à l'usage des parents, mais c'est surtout quelque chose qui est à l'usage des pédagogues, ce qui sont deux choses différentes. Ce n'est que récemment qu'on a fait l'amalgame des deux. Aujourd'hui, il y a tout un marketing qui existe autour. On mange Montessori, on fait pipi Montessori, on dort Montessori. À côté, ces dernières années, se sont développés des concepts comme l'éducation positive, qui est né à la fois d'un changement de la perception de l'enfant dans la psychologie moderne. On est passé de la relation, par exemple, du psychologue-patient au psychologue égo avec son patient, ami, on va dire. Et donc, cette évolution de la psychologie moderne s'est greffée avec des interprétations, je dis bien des interprétations, d'études du cerveau neurologique, qui ont été faites récemment. Puisqu'avant, en fait, on n'avait tout simplement pas les moyens de les faire. Pourquoi je dis interprétation ? Parce que, par exemple, l'éducation positive va se servir d'études, pas du tout réalisées dans le but de tirer des conclusions sur une quelconque éducation ou manière de faire, et va en tirer des vérités générales et des enseignements. L'une des choses les plus connues et qui est complètement dans la surinterprétation d'études et qui commence pourtant à rentrer un peu partout dans les mœurs, ce qui n'est pas forcément mal mais présente ses limites, c'est le fait par exemple de dire que laisser pleurer son enfant conduirait son cerveau à créer un stress et ce stress détruirait des capacités neuronales en gros, ce qui aurait un effet à long terme négatif sur le cerveau. En fait, l'étude de base, elle portait juste sur les conséquences du stress sur le cerveau et notamment l'action d'une substance, je sais plus laquelle, je vous avoue que je ne suis pas experte du sujet, sur le cerveau sur le long terme. Et en effet, un état de stress permanent, quotidien, pouvait entraîner des modifications neurales sur la structure neuronale. Mais à aucun moment, ça dit que votre enfant va finir suicidaire si vous le laissez un peu pleurer. À aucun moment, cela dit aussi qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certaine structuration du cerveau qui se fasse à un moment donné, justement. À aucun moment, il y a des méthodes d'éducation qui sont tirées de ça. Et à aucun moment, surtout, il n'est dit que laisser pleurer son enfant un peu de temps en temps, parce qu'on ne peut pas faire autrement, va profondément changer votre enfant. Et c'est ça le problème de l'éducation positive, c'est que vu qu'elle n'a aucun fondement scientifique, tout le monde y va de son interprétation des choses, et ça peut aller jusqu'à des extrêmes. Aujourd'hui, on culpabilise des mamans qui laissent pleurer 5 minutes leur enfant parce qu'elles ont besoin de prendre du temps pour elles. Bien évidemment, il y a des gens qui sont modérés, qui sont à fond dans les choses, qui sont modérés et qui vont dire « Mais non, c'est pas ça l'éducation positive ». Oui, mais le problème, c'est que justement, l'éducation positive, encore une fois, elle n'est pas, encadrée scientifiquement. Donc, quelqu'un qui va culpabiliser une maman parce qu'elle a laissé pleurer 5 minutes son enfant a tout autant raison, dans le cadre de l'éducation positive, que quelqu'un qui va dire « Mais non, c'est pas ça l'éducation positive ». Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Personne, je dis bien personne, n'a une légitimité à donner des conseils en éducation positive. La plupart des gens qui enseignent l'éducation positive sont des coachs, des sortes de coachs. Et en fait, ce sont des gens comme vous et moi qui savent juste très bien interpréter les études et qui savent surtout très bien vendre leur fonds de commerce, comme on voit différents influenceurs sur Internet. C'est un peu la mode à la sauce américaine. Et donc, on en arrive au fait que Janine, la voisine, ou Bertrand, le plombier, a autant de légitimité que ces gens-là à vous donner des conseils d'éducation. Dites-vous bien une seule chose, c'est que ce sont juste des gens qui présentent bien et qui parlent bien et qui ont bien lu des bouquins. C'est basé sur la même mode des phénomènes américains de coachs en tout, des coachs sportifs, des coachs en développement personnel, etc. La mode de l'éducation positive est née d'un souci des classes plutôt bourgeoises de rendre leur enfant meilleur. Et on en revient à ce que je disais plus haut, il y a un fond sous-jacent, c'est en fait de vouloir former une élite en quelque sorte. Et par ruissellement, nous, les gens de classe un petit peu plus basse, on a été influencés par ça, parce que c'est toujours pareil, ça part du haut vers le bas. Et maintenant tout le monde, par mimétisme ou par singerie même j'ai envie de dire,
veulent imiter ces modes d'éducation nouvelles, qui sont développés dans les milieux un peu chics. Et il y a tout un énorme business autour. Il n'y a qu'à voir le nombre de bouquins qu'il y a dessus pour dire des banalités. C'est hallucinant. Et puis rien que le nom éducation positive, c'est extrêmement culpabilisant. Parce que ça veut dire quoi ? Si vous ne faites pas de l'éducation positive, vous faites de l'éducation négative ? Je pense qu'aucun parent ne fait de l'éducation négative. Je pense que tout bon parent veut le meilleur pour son enfant. Deuxième gros point négatif à mon sens, c'est l'isolement social. S'il y a bien une chose que je remarque concernant tous ces modes d'éducation positive, mais aussi de choix d'éducation en général, comme le maternage, etc., c'est que ça provoque un isolement social. Il y a une dérive sectaire dans certaines de ces pratiques, dans le sens où on finit par rentrer dans une sorte d'intellectualisation de tout, et un refus d'écouter la parole lambda des autres. Comme je disais, avant, l'éducation se faisait avec l'aide de la famille, avec l'aide de l'entourage. Et quand on rentre dans cet engrenage de concepts nouveaux, on se coupe de tout avis sincère et bienveillant de l'entourage proche, et voire même on s'isole. Et si je vous dis ça, c'est que je suis tombée au début, notamment avec mon fils, dans vraiment le maternage très proximal, avec le portage, l'allaitement, etc., un peu long. Et j'avais beaucoup de mal, par exemple, à laisser mon enfant, même 5 minutes, à ma mère ou à des gens très proches, parce que je partais du principe qu'ils allaient mal faire, parce qu'ils ne savaient pas ce que je voulais faire avec mes enfants, parce qu'ils n'avaient pas lu telle ou telle chose, parce qu'ils n'avaient pas appris telle ou telle chose. Et je me suis créé une sorte de pression énorme. Et quand on devient parent, on a tendance parfois déjà à s'isoler tout seul, à avoir beaucoup de mal à sortir, avoir beaucoup de mal parfois à prendre soin de soi, etc. Et là, on se rajoute une couche d'isolement avec ce genre de concept, parce qu'on se coupe de tout moyen de pouvoir lâcher prise. Et franchement, quand on vient d'accoucher, c'est la pire idée au monde d'être isolé et de se couper de tout à l'extérieur, et de penser qu'on va être une super maman et pouvoir gérer tout à la fois. C'est possible, mais il y a quand même de gros risques de craquage. De plus, je ne suis pas certaine que ce soit forcément très bon pour l'enfant d'être confronté qu'à un seul type d'éducation. Certes, vous allez lui faire vivre dans une bulle pendant un moment de confort, une bulle idéale, il va être très heureux, c'est pas le souci. Mais la vie en société, ce n'est pas ça non plus. La vie en société, ça ne veut pas forcément dire qu'il va être confronté à de la violence, à de la maltraitance, tout ça. Mais il va être confronté à d'autres cultures, à d'autres façons de faire. Et c'est important. Et c'est important, je pense, pour le développement de l'enfant. Quand on rentre dans ces délires de maternage, d'éducation positive, tout ça, on finit vraiment par avoir peur de tout et avoir peur que notre enfant finisse maltraité à la moindre chose. Et comme je vous ai dit, laisser pleurer 5 minutes, par exemple, ça devient pour nous une source d'angoisse énorme. Et donc, on se dit que forcément, si on laisse le bébé à belle maman, elle va le laisser pleurer à un moment donné. Et mon Dieu, mais on va détruire le cerveau de notre enfant. Alors qu'en fait, il y a un juste milieu, vraiment. C'est possible que, par exemple, si vous faites la DME, votre belle-mère, oh là là, elle va lui donner une compote avec une cuillère. Mon Dieu, comment va faire mon enfant après ? Vous voyez ? Et oui, et c'est pas grave. Parce que c'est ça, vivre en société, c'est se confronter à d'autres méthodes. L'humanité serait déjà éteinte si on n'avait pas pu éduquer nos enfants autrement qu'avec ces méthodes-là jusque-là. Je pense que votre enfant sera à la longue beaucoup plus mal à l'aise et beaucoup plus, handicapé, vraiment entre guillemets ce mot, je ne veux pas l'utiliser à l'extrême, par le fait qu'il ait été coupé de toute relation extérieure pendant un certain temps, plutôt que par le fait qu'il ait été confronté à d'autres personnes. Parce que c'est ça la vie. Nous-mêmes, plus tard, on travaille avec des gens qui ont complètement des méthodes de travail différentes. Et vraiment, sans rire, ça, on peut considérer que c'est une dérive sectaire. C'est quoi la définition d'une secte au sens moderne, au sens courant du mot secte ? C'est un groupe qui cherche à vous isoler du reste des personnes. C'est ce qui se passe avec ce genre de délire. Et qui cherche à vous soutirer de l'argent. Et quand on voit le business que c'est derrière, on peut se poser la question. D'ailleurs, pour le côté business, on vous soutire de l'argent. Il y a des choses très drôles qu'on voit sur Internet, des blagues très drôles sur Internet. Par exemple, le fait de vendre un hochet en bois classique, 2 €, hochet étiqueté Montessori, 10 €, c'est exactement le même, mais il est 5 fois plus cher parce que c'est Montessori. C'est exactement ça.
Et c'est pareil pour tout. Faites bien attention et restez quand même assez lucide sur les choses qui vous entourent. Et apprenez à vous détacher de vous-même, voire même à demander vraiment honnêtement un avis extérieur à vos amis, à votre entourage, ce qu'ils pensent de vous. Et s'ils ont l'impression que vous êtes trop extrême dans vos façons de faire. Alors des fois, il ne faut pas écouter l'entourage parce qu'ils ont toujours un mot à dire et pas forcément tout le temps très intelligent. Dernier point négatif plus léger, mais tout aussi important, c'est que pour moi, ça apporte une maternité antinaturelle, entre guillemets. Il y a quelque chose que je reproche, c'est vraiment un avis personnel sur la maternité, hein, mais tout cela propose une maternité et une parentalité antinaturelle dans le sens où je pense que certains vont être d'accord avec moi. Quand vous avez un enfant, il y a une partie des choses qui est vraiment de l'ordre du spontané. On s'adapte à son enfant et on n'intellectualise pas tout. On fait les choses spontanément sans réfléchir. Quand vous discutez avec vos amis, votre famille, vous réfléchissez pas à votre façon d'être, sauf si vous voulez changer certains traits de vos comportements. Mais ce que je veux dire, c'est vous n'êtes pas dans le calcul de tout. Et en fait, avec ces histoires de maternage, de parentalité positive et tout ça, vous allez voir que le moindre rapport avec votre enfant, vous allez le calculer. Vous allez le calculer et vous allez dire je fais ça, je fais ça pour telle conséquence. Mais c'est pas ça la maternité. On en vient à plus savourer les moments présents, la simplicité de certains moments, la simplicité de la parentalité tout simplement. On complexifie tout en quelque sorte. Et par exemple, je me suis rendu compte, notamment avec mon fils, j'ai totalement lâché prise pour ma petite, mais pour mon fils c'était le cas. La moindre de ses progressions, les moindres instants, jusqu'à l'approche de ses 1 an, on va dire, je les notais, je les analysais. Je me disais, à tel moment, il a progressé dans telle fonction. Là, je vois que son cerveau est passé dans la phase d'analyse. Et c'était horrible parce que mon enfant, je le traitais comme un robot en fin de compte. Et au lieu de vraiment prendre un plaisir à me dire « Mon fils, il a fait ça, c'est extraordinaire », je me disais « Mais la prochaine étape, c'est quoi ?» Et j'ai vraiment... et vraiment, au passage de ces 1 an, j'ai vraiment eu un espèce d'électrochoc. Je sais pas comment ça m'est arrivé, mais je sais pas, j'ai pris conscience de certaines choses. Peut-être en tombant enceinte de mon 2e enfant, sûrement. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas savouré la simplicité de certains moments. Et j'ai trouvé ça très triste, tout simplement. C'est pas comme ça que je voulais vivre la maternité. On finit par devenir un pédagogue, justement. Voilà, c'est ce que j'expliquais, il y a une confusion entre le pédagogue et le parent, et non plus un parent. On finit scientifique de son propre enfant, et je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus, parce qu'encore une fois, on finit par ne plus faire les choses naturellement. D'ailleurs, je me crée des stress énormes aussi, parce que à être obsédée par son développement, à être obsédée par certaines choses, je me disais que si à tel moment il fait pas ça, c'est que c'est pas normal, tout ça, alors que personne ne se pose ces questions-là. La plupart des gens se contentent des rendez-vous pédiatriques. Je dis pas que c'est forcément bien, parce que des fois les pédiatres passent à côté de certaines choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas tomber dans l'obsessionnel non plus. Si votre enfant se tient pas assis à 6 mois, c'est pas grave. Il y a 20 ans, on se posait pas toutes ces questions, hein. Encore une fois, il y a des limites à ça aussi. Mais il y a 20 ans, on savourait plus les choses, tout simplement. De la même manière, c'est extrêmement culpabilisant quand on n'arrive pas à faire les choses qu'on trouve très bien et qu'on a étudié pendant des heures et des heures dans les bouquins. Moi, je vais prendre un exemple très concret, la DME. La DME, je l'ai testée avec mon fils pendant 2 mois. J'ai trouvé que ça me correspondait pas. J'étais très mal à l'aise, j'avais peur pendant tous les repas et j'arrivais pas à passer au-dessus de cette peur. Et j'ai lâché prise au bout d'un moment et je me suis dit, tant pis, je passe à une alimentation classique. Et ça me correspondait. Je faisais un peu des mixtes avec la DME, mais je me suis arrêtée de me prendre la tête. Et vous inquiétez pas, mon enfant parle très bien, c'est très bien développé après. Et tous les enfants qui, 50 ans en arrière, se sont très bien développés pour la majorité aussi. Pareil pour l'allaitement. Moi, j'ai réussi mon allaitement. Je me suis sentie très bien à l'aise avec. Mais on pousse les femmes à allaiter, c'est très bien. Mais du coup, celles qui étaient vraiment intéressées par la chose et qui n'y sont pas arrivées en fin de compte, parce qu'il y a de multiples raisons qui fait que parfois on peut rater un allaitement, elles culpabilisent. Elles ont ce sentiment d'être une mauvaise mère alors qu'elles ont donné le meilleur pour leur enfant. Je pense qu'il y a une très grosse partie de l'éducation,
La véritable éducation bienveillante, pour moi, à mon sens, c'est l'éducation qui vient des tripes. C'est faire les choses qu'on se sent de faire pour son enfant et qu'on pense le meilleur pour son enfant. Parfois, appliquer certaines méthodes, même si on pense qu'elles sont bonnes, mais qu'on sent qu'elles ne sont pas naturelles pour nous, c'est parfois contre-productif. Il faut être vraiment en adéquation avec soi-même, à mon sens. On ne peut pas forcer les parents à rentrer dans ce genre de délire. Par exemple, le maternage, ça demande vraiment beaucoup de disponibilité pour ses enfants. Et j'ai tout à fait conscience que certaines mamans ne peuvent tout simplement pas, pour des raisons parfois matérielles, mais aussi pour des raisons morales. Moi, le fait d'avoir fait le maternage proximal, j'ai adoré m'occuper de mes enfants, j'adore toujours m'occuper de mes enfants. Je suis quelqu'un qui vit très bien dans la solitude et un certain isolement, mais il faut dire ce qui est. Le fait d'être dans le maternage proximal, on peut moins sortir qu'avant, on a quand même des relations sociales qui sont plus restreintes, parce que par le fait tout simplement d'avoir des enfants. C'est ce que je vous expliquais au début, laisser son enfant c'est plus compliqué. Ne pas pouvoir laisser son enfant, ça veut dire aussi ne pas pouvoir vivre certaines soirées de couple, ne pas pouvoir faire certaines choses. Et donc je comprends tout à fait les mamans qui ont besoin de laisser leur enfant, qui ne se sentent pas à l'aise avec ces méthodes, parce que je pense qu'il vaut mieux pour un enfant qu'il ait une maman moins présente physiquement, mais lorsqu'elle est là, elle est très bien dans sa peau, elle s'occupe très bien d'eux, qu'une maman qui est là H24 et à moitié dépressive et qui craque. Le craquage, justement, parlons-en. Tout ce que j'ai dit là, tous ces points négatifs peuvent conduire à un énorme craquage. J'entends pour les premières étapes, par exemple, de la dépression postpartum, mais plus tard, ça peut se transformer en baby blues. Et je pense que trop tomber dans ces concepts-là, surtout quand, comme j'ai dit, on n'arrive pas à se les approprier, on les vit plus spontanément et naturellement, ça peut conduire à une overdose de ces concepts, tout simplement. Et à une sorte de rejet, en finalité, de la maternité. Comme j'ai dit, il faut dire ce qui est. Si vous n'avez pas une famille qui est à fond dans ces choses-là, et des amis qui sont à fond dans ces trucs-là aussi, vous allez vous isoler socialement. Vous risquez en tout cas de vous isoler socialement. Et quand vous aurez adopté un certain comportement aussi prétentieux, parce que c'est ça aussi, il y a un comportement qu'on finit par adopter involontairement, encore une fois. Quand vous allez faire comprendre aux gens que vous avez la meilleure méthode, que c'est vous qui avez la meilleure de faire, que les autres ne savent pas, personne ne voudra vous aider. Personne osera vous aider, s'immiscer dans votre façon de faire, et vous allez vous retrouver doublement seul. Or, le craquage maternel et le craquage parental en général, j'inclus les papas aussi dedans, je pense que c'est beaucoup plus dangereux que le fait de ne pas appliquer certaines méthodes de l'éducation positive, par exemple, ou le fait de mettre, je sais pas, très rarement au coin, par exemple. Encore une fois aussi, c'est une pression qui est mise particulièrement sur les mères, sans vouloir parler de charge mentale, mais c'est vrai que ce sont les mamans qui s'occupent le plus de ces questions-là. Et en fait, on se rajoute une difficulté dans un quotidien qui est déjà difficile. Je trouve les mamans du XXIe siècle particulièrement courageuses parce qu'on doit cumuler vie de famille et souvent vie professionnelle avec. Et tout ça, comme j'expliquais, isolé. Et là, on se rajoute une couche de complications avec ce genre de délire. En conclusion, je pense avoir un tout petit peu tout dit sur le sujet. Je voulais pas me centrer vraiment sur les pratiques en tant que telles. C'est pas une critique des pratiques en tant que telles que je fais, c'est une critique globale de la moralité qu'il y a derrière ces pratiques. Je rappelle encore une fois que tout n'est pas à jeter dans ces principes. Et ce que j'ai voulu faire dans ce petit podcast, c'est vous mettre en garde si vous êtes intéressé par tout ça. Et non pas que vous fuyez ces méthodes-là forcément. Parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à creuser et à appliquer. Vous pouvez même piocher dans plusieurs choses, mais je pense qu'il est important que vous ayez un certain recul dessus et que vous preniez tout ça avec une certaine distance, avec une certaine légèreté aussi. Parce que voilà, on tombe très vite dans un engrenage. Et je pense que d'ailleurs, je vais vous mettre aussi un lien dans la description de vidéo sur l'éducation positive, justement. Dans notre podcast, je crois que c'est Méta de Choc qui l'avait fait, sur l'éducation positive. Et ça vous donnera un autre avis sur le sujet, critique aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu et intéressé. Et j'aimerais bien savoir votre avis sur ces questions-là également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à me suggérer des sujets à aborder. Et je vous dis, j'espère, à très bientôt.